Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Sauvons la France, exigeons un référendum sur l'immigration. Philippe de Villiers lance sa pétition. 1 million de signatures, plus d'1 million de signatures depuis 10 jours. Alors, Nicolas Pouvremonti, dites-moi, directeur de l'Observatoire, je le rappelle, de l'immigration et de la démographie. Au fond, c'est extraordinaire, c'est le but, le diapason de tous les fantasmes, de toutes les réalités de l'immigration. Alors, on a longtemps caché la poussière sous le tapis, on se refile la patate chaude, non, on n'en parle pas, non, il faut pas en parler. D'autres disaient au contraire, quand on parlait même de grands remplacements, c'était tout de suite, on était à la droite d'Adolf Hitler. Enfin, il y avait tous ces fantasmes. Donc, la réalité, c'est quoi, le réel? Écoutez, je pense que le succès apparent de la pétition de Philippe de Villiers met le doigt sur une tension majeure. D'une part, les Français, l'opinion publique, la société française n'a jamais été aussi opposée à l'immigration dans son ampleur et dans ses formes contemporaines. Vous voyez, on a maintenant un sondage par mois sur le sujet et on a toujours entre 2/3 et les 3/4 des sondés qui estiment que les niveaux d'immigration reçus en France sont trop élevés, d'une part. Et d'autre part, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Et ça, c'est le cas, quels que soient les indicateurs qu'on prend. Alors, juste un mot. L'immigration en France aujourd'hui, c'est combien, c'est quoi, et qui vient, clandestins, illégaux, expliquez-nous un peu, vous avez les chiffres aussi. Non, bien sûr, en fait, l'immigration, c'est une conjonction de plusieurs canaux parallèles, donc on n'a pas un seul chiffre officiel de l'immigration, c'est ce qui fait parfois toute la difficulté, et puis aussi un peu le jeu d'enfumage sur les statistiques. Quels que soient les indicateurs qu'on prend, si on prend les principaux, nous en sommes à des niveaux historiques. Si on prend par exemple l'indicateur classique de l'immigration légale, qui est le nombre de premiers titres de séjour qu'on accorde chaque année, ce nombre annuel de primo-titres de séjour a été multiplié par 3 depuis la fin des années 90. Par 3 Par 3, absolument. Donc en 25 ans, c'est ça, voilà. Multiplié par 3. L'an dernier, on a atteint un record de 340 000 premiers titres de séjour accordés. Les pays d'origine sont globalement toujours les mêmes, Maroc, Algérie, Tunisie, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne également. L'immigration irrégulière, par définition, elle est plus difficile à approcher, mais si on prend un indicateur qui sert souvent de proxy, qui est le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, qui est donc, comme vous le savez, réservé aux étrangers en situation irrégulière sous condition de ressources. Oui, c'est étrangers en situation irrégulière. C'est ça, situation irrégulière sous condition de ressources. Bien sûr. C'est essentiellement des profils inactifs qui sont concernés. Le nombre de ces bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans. Donc ça atteste de la dynamique plus globale de l'immigration clandestine. Et il y a d'autres canaux d'immigration dont on parle peu, qui sont un peu à la lisière des deux, et qui sont aussi en très forte croissance. Pour ne citer qu'un exemple, le droit d'asile. Le nombre de bénéficiaires du droit d'asile en France a triplé en 10 ans. Partout en Europe, c'est le canal d'immigration qui a le plus augmenté sur la décennie écoulée. C'est triplé presque partout, à tous les étages. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, oui c'est ça, triplement partout, triplement de l'immigration clandestine mesurée par l'AME, triplement du nombre de bénéficiaires de l'asile, des primo-titres de séjour. Et donc cette dynamique, elle est absolument spectaculaire. Elle concerne en vérité une large part du continent européen, mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même des éléments assez particuliers sur la nature de l'immigration reçue, parce que l'accélération migratoire, on la voit aujourd'hui partout en Europe, ce qui ne veut pas dire qu'elle est inéluctable, ce qui veut dire qu'il y a des choix politiques faits partout en Europe qui tentent à considérer que c'est soit une fatalité, soit quelque chose de souhaitable. Les spécificités de notre immigration, elles sont d'abord géographiques, c'est-à-dire que l'immigration reçue en France est de loin la plus africaine du continent européen. On a la moitié des immigrés vivant en France qui sont originaires d'Afrique, donc 6 sur 10 viennent du Maghreb, mais la part qui augmente le plus au sein de l'immigration africaine, c'est l'immigration subsaharienne, qui a le plus augmenté depuis les années 2000. On a aussi une immigration qui compte parmi les moins intégrées sur le marché du travail de toute l'Union européenne. Vous voyez, si on prend les chiffres du chômage sont les plus forts là. C'est ça, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple le taux d'emploi, c'est-à-dire la part des gens qui sont en âge de travailler et qui occupent effectivement un emploi, on a en France à peine la moitié, 56% des étrangers extra-européens en âge de travailler qui occupent un emploi. C'est 14 points de moins que les Français et c'est l'un des taux les plus bas de toute l'Union européenne. Et pour finir sur ce rapide panorama des chiffres, ce phénomène de difficulté d'intégration sur le marché du travail, en vérité, il est encore plus marqué sur l'immigration récente. C'est-à-dire que si vous prenez tous les immigrés entrés en France en 2023, qui est la dernière année pour laquelle on a des données à peu près fiables, vous en aviez à peine 1 sur 3 qui occupait un emploi au début de l'année 2024. Et donc, il y a à la fois un enjeu quantitatif et un enjeu de nature de l'immigration qui est chez nous spécialement marqué. Oui, donc et tous ces chiffres-là, les Français réagissent par une inquiétude. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de
manque de confiance dans la capacité du politique à agir et de lassitude. Voyez ce que je vous disais des 2 tiers aux 3 quarts des sondés qui estiment qu'il y a trop d'immigration, qui se déclarent favorables à une mesure restrictive ou à une autre. En vérité, c'est très consensuel entre les différents électorats. C'est-à-dire que c'est évidemment 95% de l'électorat du Rassemblement national, c'est cohérent, mais c'est aussi 2 tiers, voire plus, de l'électorat du Bloc central. C'est une petite moitié de l'électorat de gauche. Oui, quand même, oui. Bien sûr. Et il y a une forme de tension. Et à gauche, c'est combien? À gauche, alors, vous voyez, typiquement... Même LFI, par exemple, on pense que la France insoumise, qui est quand même plutôt favorable. Mais vous voyez, la semaine dernière, par exemple, il y a eu un sondage CSA sur une proposition restrictive qui était instaurer des quotas d'immigration par nationalité. 75% d'approbation générale, dont 50% d'approbation chez les électeurs LFI, dont une petite moitié chez les électeurs PS. Et en vérité, il y a vraiment une asymétrie entre, d'une part, le caractère de plus en plus majoritaire, pour ne pas dire consensuel, des aspirations à un plus fort contrôle de l'immigration dans l'opinion, et d'autre part, le caractère toujours très clivant de ce sujet dans le débat parlementaire et puis dans le commentaire médiatique. Oui, et on le voit effectivement, et ça exacerbe et ça enflamme. Mais en revanche, dans l'opinion française, enfin en tout cas tel que les sondages le révèlent, il y a quand même un consensus à 60, 70%, etc. Et au fond, cette histoire pour vous, elle est politique d'abord. Enfin, c'est-à-dire que on a l'impression, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, une question, parce qu'on dit oui, mais regardez ce qu'apportent les migrants, l'immigration, etc., ceux qui travaillent, évidemment, payent des impôts, etc., etc. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les chiffres, parce qu'on entend tout et son contraire, est-ce que globalement, comme disait Georges Marchais, est-ce que l'immigration, du point de vue économique, est globalement positive ou c'est le contraire ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Il y a 2 certitudes là-dessus. Il n'existe pas une seule bonne estimation à l'euro près du bilan budgétaire ou économique de l'immigration. Beaucoup de choses dépendent des hypothèses, du champ de dépenses qu'on retient, etc. Mais il y a un autre fait qui me semble tout aussi certain, c'est qu'il ne peut pas exister aujourd'hui de scénario sérieux dans lequel on considère que l'immigration reçue en France rapporte au pays. Pourquoi ? Parce que je vous le disais, on a l'une des immigrations les moins en emploi de toute l'Europe. On a l'une des immigrations les plus pauvres en termes de pauvreté relative par rapport à la société d'accueil de toute l'Europe. Vous voyez, on a presque la moitié des étrangers extra-européens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 4 fois plus que les Français. Énorme, Nous, on a pu estimer que le plus faible taux d'emploi des immigrés et descendants d'immigrés sur 2 générations en France représente un manque à gagner pour l'économie de l'ordre d'environ 100 milliards d'euros par an. Ça fait 3,4% du PIB. En termes d'impact budgétaire, parce qu'on parle beaucoup de budget et on va beaucoup en parler ces prochaines semaines, on a pu estimer l'impact de cette immigration à quelque chose de l'ordre de 40 milliards d'euros par an, dont plus de 80% sont en fait imputables à une catégorie particulière qui est celle des étrangers extra-européens hors emploi. Parce que quand on ne travaille pas, d'abord on ne cotise pas, on ne paye pas ou peu d'impôts, et par ailleurs on consomme beaucoup de prestations sociales. Et vous voyez, le montant annuel moyen des prestations sociales perçues par les immigrés en France est 2 fois supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire, quand on met de côté les prestations de retraite qui sont corrélées à l'âge. Oui, c'est encore autre chose. Et même les prestations de chômage qui sont la contrepartie. Les prestations sociales des immigrés non employés, enfin non, sans emploi, sont quoi, le triple à peu près de ce que des prestations sociales que touchent les... Alors, quand on prend le critère des prestations sociales noyau dur, c'est-à-dire vraiment écartant les prestations de retraite et même, les allocations de chômage, etc., même les allocations de chômage dans lesquelles les immigrés sont surreprésentés, mais ça veut dire qu'ils ont cotisé, le chômage on l'a quand on a cotisé, bien sûr. On a effectivement un rapport de 1 à 2, c'est-à-dire 2 fois plus de prestations sociales en moyenne perçues par les immigrés, quasiment le même montant chez les descendants d'immigrés. Ça montre que notamment les difficultés d'intégration sur le marché du travail ne se résorbent pas naturellement à la 2e génération, 2 fois plus donc que chez les personnes qui ne sont ni immigrés ni descendants d'immigrés. Très intéressant. Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, on vous reçoit souvent et toujours avec plaisir. Pierre Gentillet, on va revenir à juste, et on va reparler ensuite avec vous et Nicolas Pauvre-Monti de ce qui se passe sur l'état de l'immigration, que vous avez très bien tracé. Est-ce que cette pétition, on en est à 1 million, donc cette pétition de Villiers, on en est à plus d'1 million de signatures. Alors la question, référendum sur l'immigration. On sait très bien que les référendums, depuis une certaine année 2005, on n'aime pas beaucoup ça dans un certain nombre de milieux, les référendums. La Constitution européenne nous a donné une leçon que certains n'ont pas envie d'oublier. Est-ce que légalement, juridiquement, quelle peut être la possibilité de passer au stade supérieur, ça veut dire la discussion à l'Assemblée nationale? Dites-nous.
C'est-à-dire qu'il appartient maintenant en fait aux députés aussi de saisir de cette pétition. Mais si vous voulez, encore une fois, il ne faut pas appréhender les choses uniquement d'un point de vue juridique. C'est avant tout sur le plan politique dont il faut se saisir maintenant de ce sujet. Ouais. Cette pétition, elle a dépassé le 1 million de signatures. Vous avez dit, je crois, 1 300 000 signatures. Oui, à peu près. Oui. Je relevais hier le tweet très juste de Pascal Praud, qui rappelait que cette pétition, malgré effectivement le nombre de signataires considérable, ne fait pas l'écho, hormis sur votre antenne et sur quelques antennes, dont a bénéficié par exemple la pétition de la loi Duplon. Vous voyez. Et souvenez-vous, on avait eu effectivement un grand nombre de chaînes publiques et privées qui avaient relayé cette pétition. Donc c'est à la fois aux acteurs, je dirais, du jeu démocratique, aux médias et aux politiques de saisir cette affaire, et ensuite, bien sûr, on peut tout à fait envisager un référendum sur l'immigration par la voie parlementaire. Les parlementaires peuvent se saisir de cette pétition pour la transformer en un projet de loi, et le mieux étant ici en un projet de loi référendaire, ou alors c'est directement au président de la République, par le biais de l'article 11 de la Constitution, de soumettre directement, sans le filtre parlementaire, au référendum, un projet de loi sur l'immigration. Mais encore une fois, la question, justement, c'est quelle question poser aux Français? Oui, alors quelle question poser aux Français, mais non pas en Pierre Gentil. Non, mais vous venez de dire en filigrane quelque chose, c'est pour ça que je reviens à la légalité. C'est pas pour m'y cantonner. C'est parce que aujourd'hui, si je vous ai bien suivi, s'il n'y a pas un député qui se dit oui, je vais aujourd'hui se saisir de cette pétition, puisque c'est celle-là en tout cas qui est en jeu aujourd'hui, qui a fait le nombre de signatures qu'on sait, je vais me saisir de cette pétition pour la présenter au Parlement, pour présenter un projet de loi basé sur, un projet de loi référendaire, comme vous dites. Mais si donc, aucun député ne s'en saisit, pour des raisons X et Y, à ma connaissance, en tout cas, ça n'a pas été encore fait. Ça reste lettre morte, ça reste une pétition, non, si pas demain... pas du tout. Effectivement, une pétition, alors là, vous me prenez un peu de court, effectivement, mais il me semble qu'il y a dans la Constitution, ou en tout cas dans la loi organique, je pourrais vérifier après et en faire état sur les réseaux sociaux, mais effectivement, si une pétition dépasse un certain seuil, le bureau, il me semble de mémoire, que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui doit s'en saisir. Mais alors attention, le bureau est souverain, et le bureau de l'Assemblée, ce n'est pas toute l'Assemblée nationale. Encore une fois, c'est une petite représentation. Je rappelle que dans le bureau de l'Assemblée nationale, vous voyez par exemple, il y a des représentants de différents partis politiques, mais je ne pense pas qu'il y ait un consensus au sein de ce bureau pour un référendum sur l'immigration. Mais effectivement, sans cela, l'Assemblée n'est pas saisie. Quand je dis l'Assemblée, c'est tout l'hémicycle, n'est pas saisi automatiquement, bien sûr. D'accord. Alors, dernier... Attendez, André Berkoff, je sais que vous êtes venu sur la légalité, mais finalement, le plus important, c'est qu'on voit qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont signé cette pétition. Donc, de facto, le Parlement est quasiment obligé de se saisir. Rappelons qu'il n'y a pas une activité extraordinaire dans le Parlement, surtout depuis les 9 derniers mois d'endormissement général de M. Bayrou. Oui, mais Pierre Gentil, vous le savez aussi bien que moi, que si pour des raisons à la fois de démission, on va pas garder le cornu et compagnie, et on est occupé par autre chose que la migration, vous pouvez parfaitement avoir des députés qui, même s'ils sont intéressés, font la sourde oreille pour des raisons de politique politicienne pour le moment. C'est-à-dire, moi ce que je constate, pourquoi je vous pose la question, c'est pas seulement légal, c'est que je voudrais savoir, et je parle pour tout le monde, et j'interpelle presque tout le monde, c'est que si on fait une pétition, ça réunit 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, mais au fond, ça peut rester lettre morte. Pas pour jouer les avocats, pas pour jouer les grincheux défaitistes, mais quand même. Mais vous savez, André Berkoff, c'est la raison pour laquelle il y a un mouvement citoyen depuis un certain nombre d'années qui milite pour le RIC, pour le référendum d'initiative citoyenne. Et une pétition... aussi utile soit-elle ici, puisque la preuve, on en parle. Donc l'utilité déjà de la pétition, c'est pas suffisant, mais déjà effectivement, c'est que les médias sont progressivement obligés d'en parler. Mais ça ne se substitue pas à un RIC, c'est-à-dire, je le rappelle, un référendum d'initiative citoyenne, qui est un dispositif qui n'existe pas encore dans notre Constitution, qui j'espère arrivera et qui permet, si un certain nombre de citoyens signe, ici par exemple, une pétition, de soumettre directement, sans filtre parlementaire, la question à référendum.
Tant qu'il n'y aura pas de RIC, effectivement, on restera dans le stade antérieur de la pétition. C'est pour ça que je milite, moi, par exemple, depuis des années, pour un RIC, bien sûr. Il me paraît très, très sain et normal, en tout cas c'est mon opinion personnelle, qu'il y ait effectivement que s'installe le RIC, et en tout cas un RIC, et que les gens puissent s'exprimer, comme un certain pays qui s'appelle la Suisse, qui est pas aussi loin de chez nous, d'une manière ou d'une autre. On va rester à discuter avec vous deux. Mais Nicolas Pouvremonty, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cela, du fait que on est aujourd'hui, effectivement, c'est très bien, on en parle, et puis vous émigrez les chiffres, vous épelez les chiffres de l'immigration, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation? Écoutez, il me semble que il y a un besoin de décision politique sur ce sujet, et la vraie difficulté, c'est que dans l'ordre du juridique que vient de décrire Maître Gentillet, les marges de manœuvre migratoires du pouvoir politique se sont restreintes de manière absolument spectaculaire ces dernières années. C'est-à-dire que j'évoquais le nombre record de titres de séjour l'an dernier. En vérité, il n'y a qu'une moitié de ces titres sur lesquels le pouvoir politique a aujourd'hui encore la main. Ce sont les titres d'immigration professionnelle, donc c'est un titre sur 6 l'an dernier, et c'est l'immigration étudiante. L'immigration étudiante, où par ailleurs on a fixé des objectifs quantitatifs un peu absurdes, c'est un autre sujet. Mais sur tout le reste, les grandes masses de l'immigration, le droit d'asile, l'immigration familiale, tout cela aujourd'hui est protégé à différents niveaux, donc au niveau constitutionnel, au niveau européen, au niveau du droit de l'Union européenne, au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, pour le droit d'asile au niveau de la Convention de Genève de 51, qui a été conçue à une époque où les réalités migratoires n'avaient rien à voir avec les nôtres. Et donc pour déverrouiller ces blocages, l'arme du référendum, elle a un sens si elle va, de mon point de vue, sur le plan constitutionnel. C'est-à-dire que si on veut traiter ces questions, il faut les traiter sur le plan constitutionnel, à la fois en écartant un certain nombre de jurisprudences du Conseil constitutionnel assez lunaires de ces dernières années, ça se fait par une modification constitutionnelle, et puis aussi en remettant notre ordre juridique à l'endroit, et en permettant par exemple que les lois nationales que le Parlement voterait en matière d'immigration puissent être supérieures à des traités antérieurs. Et donc ça implique effectivement plutôt un référendum constitutionnel. Sans parler de l'obligation de quitter le territoire français. Restez avec nous, Pierre Gentillet, Nicolas Pouvremonty. On va continuer cette discussion, c'est passionnant. Et puis c'est vraiment au cœur du réacteur. Et puis si vous avez signé cette pétition, ou en tout cas si le sujet vous intéresse, vous interpelle 0826 300 300, ou alors envoyez un SMS au 7 20 18 avec le mot Berkoff, suivi de votre message. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Vrai ou faux problème? L'immigration, éléphant dans le salon pour les uns, alibi de droite pour les autres. On en parle depuis la pétition de Philippe de Villiers, encore une fois, plus d'1 million de signatures, 1 300 000 presque. On en parle avec Nicolas Pouvremonty, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et avec l'avocat Pierre Gentillet. Oui, Pierre Gentillet, vous vouliez répondre un peu à ce que suggérait Nicolas Pouvremonty. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui était dit justement par Nicolas Pouvremonty est très juste. Il faut bien comprendre aujourd'hui que nous avons depuis longtemps en fait une hiérarchie des différentes normes. Les normes constitutionnelles, après les normes internationales et à l'intérieur les normes européennes, et après les normes légales et les normes réglementaires. La loi est donc une norme légale. Si demain nous décidons simplement de légiférer sur l'immigration, eh bien qu'est-ce qu'on voit? C'est que par exemple la loi Darmanin, vous voyez, qui est la loi début d'année 2024, je crois. Eh bien, il y a quelques jours encore, et j'ai alerté là-dessus sur les réseaux sociaux, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de cette loi immigration. On voit aussi qu'il y a un autre mouvement qui nous vient cette fois-ci des conventions internationales, à la fois du droit européen et des traités, de tout type de traités que nous avons signés avec d'autres États, par exemple l'Algérie, qui introduisent des exceptions, des restrictions. Donc la seule manière efficace, souveraine, d'agir en matière migratoire aujourd'hui, l'étage, je dirais, juridique le plus sain et le plus efficace qui nous reste, c'est l'étage constitutionnel. Si demain, un référendum, par exemple, sur des quotas migratoires ou sur la suppression, admettons, du droit du sol ou sur la réservation de prestations sociales aux Français plutôt qu'aux étrangers, intervenait et emportait la majorité des Français par suffrage, alors, aucune norme juridique, aucune instance supranationale ne pourrait empêcher l'application de ce résultat, puisque
La Constitution est la norme juridique fondamentale et la plus importante de notre ordre juridique. C'est le dernier outil qu'il nous reste. Vous voulez dire que la Constitution, dans ces cas-là, est supérieure à tous les autres traités, obligations que nous avons signés et à toutes les autres conventions, fussent-elles européennes ou autres? André Berkoff, c'est un point qui ne fait aucun débat en droit. Il y a toujours la supériorité de la Constitution. La preuve, c'est que quand on a voulu entrer des dispositions de droit européen, par exemple le traité de Lisbonne, il faut d'abord adapter la Constitution, puisque c'est la Constitution qui prime. Oui, en toutes circonstances, la Constitution s'impose sur tout type de traité. Ça, c'est un point qui ne souffre, mais d'aucun débat. C'est un point d'information important, parce que je crois que beaucoup de personnes ne le savent pas, et c'est très important de savoir où se situe, si vous voulez, le niveau. Une précision, je peux faire une précision, excusez-moi André Berkoff, je sais que c'est un peu technique, mais c'est important parce que les auditeurs sont exigeants là-dessus, je le vois. Bien sûr. Le fait qu'il y ait dans la Constitution des dispositions, par exemple, qui soient en contravention avec les traités européens, ne veut pas dire pour autant que dans l'ordre interne français, c'est le droit européen qui va primer. Si demain, il y a une disposition dans notre Constitution qui dit noir et les traités qui disent blanc, alors les juges français et le Conseil constitutionnel lui-même, tous ces juges appliqueront en priorité la norme constitutionnelle. Parce que c'est elle qui prime, quand bien même qu'il y ait une contradiction. Non, mais c'est un point important. Reste avec nous Pierre Gentil. Nicolas Pouvremonti, au fond, aujourd'hui, ce qu'on constate, et je ne parle même pas, on n'a pas parlé des OQTF et des obligations de quitter le territoire français, n'en parlons pas. On sait très bien que 6% des OQTF sont effectivement actés. Mais pour revenir au tableau général, au fond, on est dans une situation où justement, c'est pour ça que c'était très bien et que vous et que Pierre Gentillet disent les choses. Au fond, on revient à ça. C'est politique d'abord. Et c'est à savoir comment peut-être, donc il s'agit soit d'un changement de majorité, soit d'une élection, quelle qu'elle soit, législative, présidentielle ou autre, qui fera qu'on change la Constitution. Parce que sinon, on en restera au même point. Ce qui est certain, c'est que les obstacles dressés sur ce chemin sont tellement nombreux qu'il faudra un mandat politique clair pour agir et il faudra une volonté politique pour mettre en œuvre ce mandat. Vous évoquez la question de l'éloignement des clandestins, qui est un vrai sujet. Alors le taux d'exécution des OQTF est glorieusement remonté à 10% l'an dernier. C'est formidable. Il n'en demeure pas moins qu'il est 2 fois inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Les obstacles, typiquement, pour appliquer l'exécution des OQTF, ils sont à la fois internes et externes. Et la politique doit agir sur les deux. Interne parce que, on y revient, il y a un gouvernement des juges en la matière qui est de plus en plus prégnant. Vous voyez, si on prend ne serait-ce que les étrangers qu'on a réussi à placer en centre de rétention administrative, donc ceux qu'on veut vraiment éloigner, puisque maintenant 90% des profils placés en CRA sont connus pour des troubles à l'ordre public, des condamnations pénales récentes. La doctrine, c'est de privilégier l'éloignement de ces profils-là. Et ben en vérité, on arrive seulement à éloigner 40% d'entre eux, y compris quand ils sont dans ces centres de rétention. Et quel est le motif principal d'échec? Ça n'est pas la non-délivrance des laissez-passer consulaires, même si c'est un vrai sujet. Ce sont les libérations ordonnées par les juges, pour un motif ou l'autre. Donc là, typiquement, il s'agit de revoir notre ordre juridique interne. Et évidemment, il y a ensuite toute la question qui existe néanmoins des rapports de force diplomatique avec les pays d'origine. Il s'agit de faire de cette question de l'immigration une priorité, y compris pour la diplomatie française, qui a eu tendance jusqu'à présent à la considérer comme une question subsidiaire ou un caillou dans la chaussure des relations bilatérales. Nous avons eu quelques exemples avec l'Algérie et notamment Boualem Sansal, pour ne pas le citer. Merci Nicolas Pouvremonti. Merci à vous. Pierre Gentillet, vous avez justement, mais tout est lié, c'est intéressant, vous avez publié un tweet, là, il y a 2 jours, ou hier, il y a 2 jours, vous avez fait un thread sur X pour expliquer le double jeu, alors disons-le, de Laurent Wauquiez. C'est intéressant parce que vous dites, selon vous, la région de Wauquiez, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionne une association qui gère actuellement une dizaine de centres pour migrants en ruralité. Il s'agit de Viltaïs, ou je sais pas, on dit Viltaïs ou Viltaïs? Viltaïs, voilà, qui jouit de subventions allant jusqu'à 31 millions d'euros d'argent public. Comme le relève un rapport de Chambre régionale des comptes de 2022, la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, la région que préside Laurent Wauquiez, subventionne depuis des années cette association Viltaïs. D'ailleurs, le directeur général Viltaïs, Yannick, est conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors,
vous avez fait ce thread parce que vous estimez qu'il y a vraiment une contradiction, au moins, c'est le moins que l'on puisse dire chez LR, là. Alors oui, juste une petite précision, André Berkoff, ce tweet est toujours d'actualité, mais en réalité ce tweet, je l'ai vu dans mes mentions ce matin, est remonté parce que effectivement vous l'avez vu, ce tweet a touché des centaines de milliers de personnes, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, oui. Et c'est un tweet que j'avais déjà fait il y a quelques temps et qui est remonté effectivement aujourd'hui, mais il est tout à fait d'actualité. Pourquoi ? De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une association, c'était à l'époque où je me battais contre l'installation d'un centre de migrants à Belabre, et souvenez-vous justement, nous avons réussi à obtenir gain de cause. C'est un petit village, j'en ai parlé chez vous, au centre, dans la région centre, dans l'Indre, d'où je viens. Et il se trouve qu'effectivement, en ayant recherché un petit peu, et ça c'est toujours d'actualité, donc c'est pour ça que vous êtes tout à fait dans le mille, cette association Viltaïs, qui n'est pas une petite association de quartier, quand les gens entendent association, ils s'imaginent que c'est un petit budget. Non, on parle de millions d'euros, et on parle effectivement de sommes qui ont été allouées, de dizaines de milliers, voire plus, je crois que ça dépasse la centaine de milliers d'euros, alloués par la région Auvergne-Rhône-Alpes de monsieur Laurent Wauquiez, et effectivement, on voit qu'avec les Républicains, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ces gens-là, dont je rappelle aujourd'hui le patron c'est Bruno Retailleau, ont des discours soi-disant très fermes sur l'immigration, sont aux responsabilités, parce que ces gens-là veulent nous faire croire qu'ils sont l'opposition et en même temps ils sont au gouvernement. Mais en attendant, les records d'immigration continue. Et deuxièmement, s'agissant effectivement, c'est ça ce qui est le plus scandaleux, et j'en ai été, je ne vais pas dire surpris, mais effectivement toujours aussi déçu avec les LR, c'est de voir qu'ils financent au moyen des postes qu'ils occupent, et au cas particulier ici la région, des associations qui gèrent non pas 1, 2, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 centres de migrants s'agissant de l'association Viltaïs. Donc moi, ce double discours de la droite qui depuis 30-40 ans a mené ce pays dans le mur, je n'en peux plus, il faut qu'on le dénonce, et c'est ce que j'ai voulu faire sur les réseaux sociaux. Je voudrais que les gens, et en particulier les gens de droite sincères, arrêtent de se faire arnaquer en permanence. Ces gens nous ont conduits dans le mur, ils nous ont fait atteindre les records d'immigration. Il est temps de changer radicalement. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci. Merci Pierre Gentillet. Écoutez, on va continuer. C'est un sujet qui n'est pas du tout épuisé. C'est le moins que l'on puisse dire. Sud Radio.